Donc c'est un plaisir d'être avec vous, surtout dans une période extrêmement difficile, dans laquelle le monde est très dangereux et beaucoup trop nerveux pour faire vraiment des perspectives très apaisées. Il nous faut donc regarder la situation avec une grande lucidité et avec cet élément de culture qui nous vient de l'Asie. Dans la crise, il y a des dangers, mais il y a aussi des opportunités. Et c'est cette alliance des deux choses qu'il faut regarder avec beaucoup de lucidité. Mais au total, la relation entre la France et l'Afrique mérite que vous ayez des événements de cette nature avec le CIAN pour réfléchir ensemble, compte tenu déjà à la fois du nombre d'entreprises impliquées, 5000 entreprises déjà impliquées, mais aussi avec les perspectives de développement. You know you can count on me. Count on me. Count on me. Et la force avance dans nos relations aujourd'hui internationales. Et c'est vrai à peu près sur tous les continents. C'est quelque chose qui est très préoccupant puisqu'au fond, tout le grand espoir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale était de régler les affaires du monde par une coopération internationale avec la création de normes juridiques qui, avec l'ONU d'une part, avec l'OMC d'autre part, avec l'OMS, avec l'ensemble des structures multilatérales, que le droit sortirait de ces organisations internationales et pourrait réguler nos relations internationales. Mais aujourd'hui, obligés de constater, nous sommes que finalement, la situation est en grande partie bloquée sur le terrain multilatéral puisque le Conseil de sécurité de l'ONU ne produit plus vraiment une capacité de décision. On voit là un blocage qu'on retrouve à l'OMC où il n'y a plus les possibilités d'arbitrage et on voit toutes les organisations internationales fragilisées et donc la production de droits et de règles ralentie. Et dans ce contexte-là, on voit la tension monter pour organiser plutôt des rapports de force que des contrats, des partenariats ou des échanges juridiques. Cette situation-là est naturellement très préoccupante parce qu'elle est aujourd'hui placée à tous les niveaux. D'abord, au premier de tous les niveaux, ce qui est l'articulation du monde aujourd'hui, c'est la tension sino-américaine. C'est cette tension qui aujourd'hui est la voûte porteuse de l'ensemble de la gouvernance internationale, avec une tension qui atteint un certain nombre de sommets avec la présidence Trump, où on voit clairement que le président fait de la Chine l'ennemi, l'élément majeur de sa mobilisation, et on voit que face à cela, la Chine aujourd'hui aussi mobilise son énergie contre le grand géant et compétiteur américain. Nous sommes là dans des sujets que nous connaissons. On nous a parlé souvent du piège de Thucydide. Le numéro 1 n'accepte pas l'émergence du numéro 2. Le numéro 2 prendrait bien la place du numéro 1. Tout ceci donne au monde une tension très forte qui prend des proportions préoccupantes quand les deux grands sont en train de s'organiser et organisent des réseaux. Les Chinois ont commencé avec une forte puissance les BRICS et aujourd'hui on voit que les BRICS sont une organisation qui prend de la force. Et cette force, on la voit maintenant sur tous les continents. Il y avait l'Afrique du Sud qui était engagée, mais aujourd'hui, on voit maintenant que l'Égypte, et on a vu que l'Iran, l'Arabie Saoudite étaient entrés dans le giron de ce qui est ce réseau des BRICS qui aujourd'hui a une puissance réelle, et on voit des pays comme l'Algérie candidats à ce réseau. On voit d'autre part, face à cela, le G7 qui essaie de s'élargir, on voit les accords d'Abraham qui sont arrivés, on voit que le monde s'organise de part et d'autre autour de ces deux grandes forces. Ces deux grandes forces sont assez préoccupantes, je ne veux pas passer trop de temps dessus, mais il faut quand même bien mesurer qu'elles sont quand même la cause de beaucoup de nos soucis. Et y compris, mais pour la difficulté que nous connaissons aujourd'hui majeure en Europe avec cette situation de l'Ukraine, puisqu'au fond, naturellement, cette tragédie de la guerre en Ukraine concerne d'abord le peuple ukrainien qui est la première victime. Mais il faut bien mesurer aussi que l'Europe est extrêmement fragilisée par cette guerre, puisqu'on voit bien qu'il y a dans la logique
américaine, ce souhait de séparer quelque peu cette alliance qui pourrait être dominante dans le monde, de la Russie et de la Chine. Et au fond, les Américains sont tentés aujourd'hui, pour reprendre, c'est assez amusant que ce soit M. Trump qui reprenne les conseils de Kissinger, on ne met jamais dans le même seau les intérêts de la Chine et de la Russie. Et les seaux étaient uniques récemment, et on voit bien qu'aujourd'hui, à propos de l'Ukraine, les Américains prennent des positions qui ont pour résultat d'affaiblir l'Europe et quelque part de la diviser, et donc de faire en sorte qu'aujourd'hui les intérêts américains et russes sont compatibles quand il s'agit d'affaiblir le continent européen. Ce continent européen qui est obsédé par maintenant sa propre recherche et d'unité et de leadership. Nous en reparlerons, ce qui pose des questions naturellement stratégiques dans la relation avec l'Afrique. Et puis on voit aussi dans ce monde-là, au moment où la puissance devient la règle de gouvernance, on voit les nouvelles puissances ou des puissances qui étaient puissantes autrefois et qui reviennent sur le premier rang. Je pense à la Turquie, je pense évidemment à l'Iran, je pense à l'Arabie Saoudite, un certain nombre de grandes forces qui voient le monde aussi à partir de la force plus qu'à partir du droit. Et nous sommes dans cette situation extrêmement difficile aujourd'hui où le multilatéralisme est extraordinairement fragilisé. Dans ce contexte-là, un point d'abord en ce qui concerne la France sur les éléments positifs. Il y a une lumière dans ce paysage très sombre. Et cette lumière, c'est la perspective d'un retour à un leadership franco-allemand possible. Naturellement en étant ouvert à tous les autres, mais en étant tout capable de rester naturellement avec la stratégie de l'Union européenne, mais de retourner à ce qui peut être une vraie force motrice. Dans ce monde de rapports de force, s'il n'y a pas de force, on n'y a pas de capacité à agir. Et pour l'Europe, en tout cas, la force de la France, elle est dans cette relation franco-allemande qui, là, constitue quasiment une force continentale et peut être respectée. C'était une des ambitions du président de la République française quand il avait reçu Xi Jinping pour la première fois dans une réunion bilatérale, dans son bureau de l'Élysée. Il le recevait avec Angela Merkel pour bien montrer que sur cette question-là, des relations avec l'Asie, la France et l'Allemagne pouvaient être alignées. Et donc aujourd'hui, il y a une nouvelle donne qui est en train de s'installer, puisque d'abord l'Allemagne est obligée de redistribuer ses cartes, puisqu'elle ne peut plus compter ni sur le gaz russe, ni sur le marché automobile chinois, et donc il y a des difficultés en Allemagne qui font que l'Allemagne a aussi besoin des autres et qu'elle se rapproche de ses partenaires. Et puis nous avons cette question de l'énergie allemande qui fait qu'il y a des partenariats qui doivent se construire, et puis il y a la question naturellement essentielle de la sécurité et la demande de l'Allemagne de pouvoir protéger de la forte dissuasion française nucléaire pour son propre territoire. Et dans ce contexte-là, il y a des échanges possibles et il y a un certain nombre de perspectives qui sont très heureuses, et notamment la venue du chancelier allemand quand il va être désigné le 6 mai. Il viendra dès le 7 mai à Paris pour essayer de construire ce partenariat que nous voulons essayer de rétablir, et nous avons beaucoup d'espoir dans ce contexte-là. Je cite cet exemple-là parce qu'il est important et vous verrez pourquoi tout à l'heure. You know you can count on me. Count on me. Count on me. Dans ce contexte donc où le droit recule et la force avance, on se trouve avec le paradoxe africain aujourd'hui. Ce paradoxe africain, c'est que d'un côté, on voit que tout le monde considère que c'est le continent de l'avenir, que ça reste le continent où se posent un certain nombre de grands défis d'avenir, que c'est le continent de la jeunesse, c'est le continent des matières premières, c'est le continent de l'énergie solaire, c'est le continent de beaucoup de forces d'avenir, et que tout le monde prédit un avenir positif, moyen ou long terme pour l'Afrique, mais en même temps, on risque aujourd'hui d'être dans une situation, comme le disait Étienne Géraud dans son propos initial, ce risque de l'oubli, ce risque de tourner la tête de l'autre côté que du côté de l'Afrique et de notre Grand Sud. C'est un sujet quand même très important parce que nous ne pouvons pas accepter que ce continent puisse être oublié. Mais naturellement, la Chine est focalisée sur les États-Unis sur la Chine, la France sur la question européenne, les uns et les autres, nous avons tous nos préoccupations, et au total, on peut risquer de se détourner de notre stratégie partenariale avec la Chine. Pourtant, nous devons bien considérer qu'il y a aujourd'hui
un destin commun avec l'Afrique et qu'il n'est pas possible d'envisager une Europe heureuse avec une Afrique malheureuse, que nos destins sont complètement liés et qu'à un moment ou à un autre, évidemment, ces forces-là s'affirmeront. Et donc, ce paradoxe africain, il faut essayer de le surmonter pour faire en sorte que, quelles que soient les préoccupations que chacun peut avoir sur son continent, quelles que soient les tensions que nous avons à vivre, il faut faire en sorte que nous puissions avoir des capacités à construire avec le continent africain des logiques d'avenir et notamment un développement africain par et pour les Africains. Cette logique-là, il faut naturellement militer pour ça. C'est pour ça que je suis très reconnaissant à ce que font les entreprises, et notamment les entreprises françaises, parce que c'est elles qui portent toujours le message, toujours cette volonté de positiver, de volonté d'avenir, d'avoir cette capacité à assumer le destin. C'est cette dynamique-là qu'il faut essayer de poursuivre et qui est très important. Il n'y a pas d'ennemi du développement pour la France en Afrique aujourd'hui. Il y a un adversaire majeur, un adversaire qui est partout, qui est aujourd'hui le terrorisme. C'est cette force-là qu'il nous faut naturellement essayer de maîtriser, très présente en Afrique, mais très présente un peu partout dans le monde. Et en tout cas, on voit bien que partout dans le monde aujourd'hui, la violence se répand très très fortement. Il faut naturellement être très vigilant sur ces questions-là, parce qu'au fond, la violence et la guerre sont sœurs jumelles. Et il nous faut faire très attention dans les pays qui acceptent des hauts niveaux de violence. À un moment ou à un autre, la guerre devient chez eux acceptable. Il nous faut être très attentifs à ça, et on voit bien que le terrorisme en Afrique aujourd'hui, avec toutes ces causes très différentes, que ce soit les stratégies politiques comme avec Wagner, que ce soit les trafics d'armes, le trafic de drogue, que ce soit simplement les luttes internes, les batailles fratricides, on voit qu'il y a 1000 raisons de développer des attitudes terroristes, des attitudes de violence, et que faisons très attention à ne pas avoir aujourd'hui cette dérive, qui est une dérive de brutalité, une dérive de violence. Je pense que c'est très important de bien comprendre aujourd'hui que dans le monde, il y a deux grandes logiques qui sont en train de s'imposer progressivement. La logique plus traditionnelle de pouvoir et la logique de rassemblement. Faire en sorte qu'on puisse créer des formes d'unité, des formes de puissance, des capacités de rassembler les structures, rassembler les pays, rassembler les interventions pour que ce soit le rassemblement qui dégage la force. Mais face à cette logique des rassemblements, on voit apparaître partout la logique de la radicalisation. La radicalisation, ce n'est pas de rassembler. La radicalisation, c'est de prendre une partie de la population et de faire en sorte que cette partie-là soit mobilisée, soit engagée, et des ennemis se battent contre les uns et les autres, fracture. C'est sa détermination, c'est sa volonté. Et quand un public commence à croire qu'on peut guérir le Covid en buvant de l'eau de Javel, là on atteint le sommet de la radicalisation. Et donc il faut éviter dans cette tension-là aujourd'hui, c'est que le seul vrai ennemi de tout ça, c'est la radicalisation. Je le vois avec la question algérienne dans mon propre pays. Je vois bien que tout le monde serait prêt à radicaliser, à s'affronter. Et pourtant, un jour, il faut bien trouver des accords. Un jour, il faut bien trouver des déclarations de voisinage. Il faut bien fonder un respect à un moment ou à un autre. Et donc, nous devrons être forcément toujours être attentifs. Et je suis heureux de voir que souvent les entreprises sont celles qui permettent ces types de relations, qui évitent ces logiques de radicalisation, qui ne conduisent nulle part. La violence ne conduit nulle part. Elle ne fait que l'escalade de la violence. On le voit dès qu'on touche à la brutalité, y compris sur les droits de l'homme. Donc quand on fait de la brutalité dans les droits de l'homme, c'est l'escalade, et c'est toujours le plus puissant qui espère gagner. Mais au fond, il n'y a pas de gagnant dans l'escalade de la violence. Et donc il faut lutter avec force contre ces radicalisations et essayer de construire activement cette capacité aujourd'hui à reprendre cette préoccupation, cette stratégie, cette urgence africaine. You know you can count on me. Count on me. Count on me. Dans ce contexte-là, quelles sont les pistes qui sont des pistes d'avenir pour moi? Je pense que, premièrement, quelque chose qui est très important, c'est de faire en sorte que l'Afrique redevienne une priorité sur le champ du multilatéralisme. C'est-à-dire que ce ne soit pas chaque pays qui puisse avoir sa propre stratégie pro-africaine, partenariat africain, mais qu'on ait des approches qui soient multilatérales. Et donc, fondamentalement, je crois qu'une des choses importantes pour mon pays, c'est de faire en sorte qu'on construise avec un certain nombre de partenaires de vraies alliances pour faire un développement africain pour les Africains. Et ça, je crois que c'est possible avec un certain nombre de partenaires. Je
Je crois qu'il y a une alliance à faire aujourd'hui avec la Chine. Une coopération Chine, Europe, Afrique est quelque chose de possible. Ça a déjà été envisagé dans le passé, il y a eu un certain nombre de discussions, il y a eu deux premiers ministres, M. Li Keqiang et M. Manuel Valls, qui avaient signé un accord. Il devait y avoir une réunion à Dakar, on voit qu'il y a eu des difficultés, mais au total, on voit bien que la Chine connaît des difficultés en Afrique, elle connaît aussi un certain nombre de succès, mais elle connaît un certain nombre de difficultés. Elle a besoin, elle aussi, d'expérience, elle a besoin d'aimer plus les Africains pour pouvoir avoir des relations plus apaisées. Et donc nous avons, je crois, là aujourd'hui, des alliances qui sont des alliances structurelles très importantes, qui permettraient d'avoir des programmes essentiels, qui soient des programmes d'infrastructure, qui sont des programmes de développement et qui peuvent être des programmes faits par des approches qui sont tripartites. Je crois aussi, et c'est quelque chose de très important dans ces alliances-là, qu'il faut travailler pour nous à une alliance franco-allemande pour l'Afrique. Je pense que nous, si nous voulons vraiment, dans ce monde de force, donner une force à l'Europe, à une capacité de négociation internationale de puissance, il nous faut des politiques communes franco-allemandes. Et il peut y avoir un certain nombre de sujets sur lesquels il peut y avoir des politiques communes franco-allemandes. On n'est pas encore à faire une politique commune franco-allemande sur les relations avec la Chine, mais je pense que sur les relations avec l'Afrique, on pourrait faire une politique franco-allemande à bien des cas. Et donc il ne faut pas forcément avoir peur des comparaisons, des compétitions. Il faut aussi se dire que aujourd'hui, il faut dégager des puissants moyens pour faire en sorte qu'on puisse sortir un certain nombre de difficultés en Afrique. Et donc il y a là, je pense, pour des questions de sécurité comme pour des questions de développement, il y a un travail très important. Modeste Fondation, la Fondation Prospective Innovation, avec le CIAD d'ailleurs, travaille aussi à cette logique d'alliance avec nos amis portugais pour pouvoir faire en sorte que, aussi bien avec les pays lusophones qu'avec les pays francophones, on puisse construire des stratégies de développement et qu'on puisse mobiliser les uns et les autres. Je crois que l'approche multilatérale, la logique d'alliance, c'est une logique qu'on peut ajouter à tout ce qui est fait aujourd'hui. Mais je sais que le gouvernement français, notamment avec cette politique de partenariat, avance très clairement sur cette direction et qu'on voit ce qu'on a fait pour d'autres pays. On a des logiques avec l'AFD, avec le parcours, mais on peut développer notamment les fonds d'investissement qui sont aujourd'hui utilisés pour d'autres pays, pour soutenir les entreprises, pour soutenir le développement, pour soutenir l'innovation, pour soutenir le haut bilan, pour soutenir un certain nombre d'initiatives, qu'elles soient africaines ou européennes. À partir du moment où il s'agit de logique commune, je crois que c'est très important. Donc avoir cette approche de logique d'alliance qui pourrait nous donner des satisfactions collective, et je pense que c'est très important que ce soit avec l'Asie, parce que le Japon est aussi autorisé, l'Inde est aussi motivée, avec l'Asie d'une part, avec l'Allemagne d'autre part, et aussi comme cet exemple que je citais, avec le Portugal. Ensuite, je pense que ce qui est très important dans les sociétés africaines, c'est d'aider tout le monde à ce que l'entreprise soit au cœur de la société civile. Je pense que les sociétés civiles sont en train, dans le monde, de prendre une part très importante. Je vois que partout, les sociétés politiques connaissent un certain nombre de difficultés. Et quand les sociétés politiques ne sont pas régulées par des systèmes très autoritaires, elles sont aujourd'hui de plus en plus affaiblies. Et ce sont les sociétés civiles qui portent les valeurs, ce sont les sociétés civiles qui portent les progrès, ce sont les sociétés civiles qui portent les énergies. Et souvent, je crois qu'il est très important de bien mesurer combien il est important de connaître les sociétés civiles. Je peux vous donner une petite parenthèse. Quand moi, en tant que président de région dans ma jeunesse, j'ai découvert ce qu'était vraiment une société civile. C'était dans cette belle région Poitou-Charentes que je présidais. Nous avions eu la bonne nouvelle de voir une entreprise américaine qui venait du Texas créer 400 emplois dans la belle ville de Rochefort, en Charente-Maritime. Alors vous imaginez la belle réception que nous avons faite quand on a accueilli cette entreprise sur la zone industrielle de Bel-Air à Rochefort. Et le maire est arrivé avec sa belle écharpe, il a expliqué que grâce aux services municipaux, grâce à la politique fiscale, grâce à l'aménagement des zones industrielles, les entreprises étaient bien installées ici à Rochefort. Et là, le président du département a pris la parole pour expliquer que grâce à l'agence départementale, qui savait les préoccupations des entreprises, qui connaissait tout cela, on avait pu fournir toutes les prestations et l'entreprise avait traversé l'Atlantique
pour s'installer en Charente-Maritime, à Rochefort. Et le jeune président de région de l'époque est arrivé pour expliquer que la politique de formation professionnelle de Poitou-Charentes est connue jusqu'aux États-Unis. Et c'est là-bas qu'on sait que c'est la meilleure région pour pouvoir accueillir les entreprises. Et c'est pour ça que cette entreprise venait à Rochefort, à Bel-Air, à Charente-Maritime et en Poitou-Charentes, au cœur de l'Europe, naturellement. Et comme c'était fait, on avait fait venir le ministre, qui était M. Marchand à l'époque, ministre de l'Intérieur, et qui était venu pour expliquer que grâce à nos ambassadeurs, grâce à nos services diplomatiques, grâce au rayonnement de la France, grâce à son attractivité, on savait faire en sorte que les entreprises américaines soient capables de venir en Europe, en France, en Poitou-Charentes, en Charente-Maritime, à Rochefort et sur la zone de Bel-Air. Et au moment, naturellement, où nous allions prendre ce qu'on appelle là-bas le Pinot d'honneur, le chef d'entreprise avait dit « Est-ce que je peux vous remercier ?» On avait oublié de lui donner la parole, alors il a pris la parole. Et dans un français impeccable, il nous a dit « Si vous saviez le bonheur qu'est le mien de créer 400 emplois dans ma ville natale. » Depuis ce jour-là, je sais ce que c'est que la société civile et je sais que c'est ce qu'il faut développer. Et donc, je pense qu'un des points qu'on peut développer encore, au-delà de ça, c'est, je crois que ce qui est très important, c'est aussi d'aller chercher et de promouvoir les leaders. Il faut dire qu'aujourd'hui, on voit bien que l'Europe manque de leadership, mais aussi on manque de leadership en Afrique. Mais on manque de leaders. Je pense que la formation des leaders, le développement des leaders, les réseaux de leaders sont des choses qui sont très importantes. Et c'est, je pense, un des sujets qui sont essentiels à nos préoccupations. Nous avons besoin de l'émergence d'un certain nombre de leadership et notamment de leaders entrepreneuriaux, de leaders d'initiatives d'entrepreneurs et toute cette catégorie de gens qui portent l'avenir des sociétés. Je crois qu'une ville comme Montpellier a organisé un certain nombre d'initiatives qui sont très positives pour essayer justement de valoriser des jeunes entrepreneurs en leur faisant rencontrer des entrepreneurs français et qu'ensemble ils construisent des réseaux et des coopérations. Je pense qu'il est très important de permettre cette émergence, de permettre la formation. Je préside une organisation qui s'appelle Leader pour la paix, par ailleurs, qui travaille sur un projet de formation au leadership dans les pays africains avec un certain nombre de partenaires africains. Je crois que c'est aussi très important de penser à cette énergie humaine sans laquelle il n'y a pas vraiment de développement. Je pourrais être un peu plus long avec vous, mais je voudrais m'arrêter là, simplement pour vous dire que je crois vraiment que notre destin fait que, quelles que soient les difficultés, il faut construire des coopérations. Et que l'avenir de notre monde aujourd'hui, dans ces tensions qui sont aujourd'hui développées, notre avenir passe par la coopération plus que par les tensions. Je vous remercie. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.